Bonsoir à D'accord. tous, vous êtes sur Bonsoir, l'Ampleur bonsoir. Merde. Critique. C'est un épisode spécial ce soir parce que c'est le dernier de l'année. On se retrouve bien sûr en 2021, mais en tout cas, je pense que c'était le moment pour faire un petit peu le point sur cette année 2020. Donc ce soir accompagné de mon fidèle panel d'experts, on va faire un petit peu le tour et discuter de nos jeux qui ont marqué notre année parce que c'est un peu ça aussi le jeu de rôle. Quel a été pour vous votre coup de cœur rôlistique de l'année? Donc vraiment un jeu qui vous a marqué cette année, le jeu qui vous a le plus plu. Du coup, moi, ce sera Shadowrun Anarchy, que j'ai pu tester du coup, sur Internet. Et c'était très très bien. Avec Roll20, vraiment, je trouve que c'est très très adapté. Et c'est du Shadowrun, mais en simplifié, donc du coup, c'est mieux. Et voilà, c'était très très bien. Moi, mon coup de cœur Non, c'est coup de cœur sorti. Le coup de cœur. Je suis Donc, déjà perdu sur la première question. Mon coup de cœur, mon coup de cœur holistique pour cette année 2020, ça va être O-Face, qui est un jeu du Grumpf disponible gratuitement, qui est un jeu du propre aveu de l'auteur dans les premières lignes, Gonzoid, qui a pour seul but de jouer, de se faire plaisir, et qui, à partir des règles OSR qu'il a créées pour Dragon de Poche, permet d'incarner sur une terre sur laquelle vous venez d'arriver, soit des robots, soit des hommes serpents, soit des ninjas, soit des vikings, et donc un gros mélange qui a été émulé pour le simple plaisir de pouvoir jouer ce qu'on a envie autour d'un thème fantastique et d'aventure, avec l'avantage suprême d'avoir toutes les règles de Dragon de Poche qui sont comprises dans le jeu gratuit. Eh ben, moi, de mon côté, mon coup de cœur de l'année, c'est Cthulhuac. Là, ici, c'est la campagne L'Affaire de Luz, 1987, les vieux savent. La campagne française perdue de l'appel de Cthulhu qui a été rééditée pour l'occasion. Cthulhuac, c'est le système hack, donc 6 sauvegardes, DD pour simuler la ressource. C'est facile à jouer, on n'a pas à se casser la tête avec 25 milliards de compétences. Ça reprend un petit peu le concept du Cthulhu Gumshoes, avec justement des quasi-réussites automatiques, mais des pertes de ressources. C'est facile à prendre en main, on n'a pas à se casser la tête avec une fiche de perso complète, à quel pourcentage on lance. Ça réussit, on lance un dé, on perd en ressources. Alors moi, pour changer, c'est un jeu du Grumpf aussi, qui est Ultré, qui est un jeu de 2013, donc qui date un petit peu, que j'ai du coup maîtrisé pour la première fois cette année. Et c'est un jeu médiéval fantastique, donc pas excessivement original sur ce point-là, même si son approche est intéressante. Mais ce qui est assez novateur dans ce jeu, c'est que c'est un jeu d'exploration à narration partagée. C'est-à-dire que le maître de jeu n'a pas à s'embêter à faire plein de péripéties, c'est les joueurs qui vont les construire au fur et à mesure, grâce à des cartes qu'on voit pas du tout. Voilà. Qui vont aider du coup les joueurs chacun leur tour à construire des péripéties qu'ils vont devoir affronter. pour ma part, mon gros coup de cœur de l'année, ça sera Ten Candles, donc, qui est un jeu d'ambiance d'horreur avec beaucoup de narration partagée, un système de jeu qui est parfaitement adapté au thème tout simplement, où donc on va jouer les dernières heures d'un groupe de survivants avant qu'ils ne meurent. Donc c'est un jeu où on sait qu'on va mourir dès le début de la partie, et le fait qu'on ait une narration partagée fait que l'ambiance se pose extrêmement bien. Donc c'est pour moi l'un des jeux d'horreur les plus réussis auxquels j'ai jamais joué. Et j'ai vraiment eu des émotions extrêmement fortes en jouant à ce jeu, et c'est quelque chose qui est quand même relativement rare. Donc je conseille vivement Ten Candles. Ça a été mon gros coup de cœur de l'année. Alors pour ma part, c'est un jeu qui est un peu on va dire à la périphérie du jeu de rôle. C'est un jeu narratif donc, qui s'appelle Icarus. Et c'est un jeu dans lequel les joueurs donc créent une histoire, et en l'occurrence l'histoire de la grande et surtout de la décadence d'une cité
euh, qui peut être avec un décor qui peut être extrêmement varié. Hein. Ça peut être de la cité antique jusqu'à la cité très futuriste, en passant par un modèle réaliste. Chaque joueur décide à partir de certaines mécaniques qui influent sur la narration, mais décide quelles sont les embûches que la cité va rencontrer et comment elle va échouer à y répondre. La partie rôle tient au fait que les joueurs incarnent également l'un des personnages importants de la cité, personnages qui vont essayer de sauver la cité et qui vont surtout, en essayant de la sauver, sceller son destin. Du coup, quelques mentions honorables pour les membres de notre panel d'experts qui ne sont pas là ce soir. Nous avons également eu nommé La Couvée, donc, qui est un jeu où on va jouer des petites bébêtes qui grossissent. Tyrannide, le jeu de rôle. Tyrannide, Le jeu le des jeu de bébés de rôle. l'espace. Ou les ergs pour ceux qui préfèrent, mais c'est le même combat. Qui a été présenté sur la chaîne d'ailleurs. Tout à fait. Nous avons également cité Mantra Oniropunk, qui a également été présenté sur la chaîne. Donc, qui est un jeu où on joue des junkies qui font des trips bizarres. Et nous avons Donjons et Dragons 3.5 qui a été redécouvert par un de nos joueurs et donc qui, pour lui, c'était son coup de cœur de l'année, après tout le monde. Et donc, on va, maintenant qu'on a fait un peu le tour de nos coups de cœur de l'année, étant donné que on a été très nombreux à jouer en ligne parce qu'on ne pouvait plus jouer sur table, on va parler quels a été nos jeux préférés en ligne. Donc, qui est quelque chose que moi, en tout cas, je ne faisais pas du tout avant cette année. Et on va demander à Mademoiselle 608, quel a été ton jeu préféré en ligne cette année? Je dirais Alice is Missing, parce que vraiment, il est très adapté. Donc le concept, c'est tout simplement par chat, donc sur Discord par exemple, discuter de la disparition de quelqu'un. Et en fait, chaque joueur va mettre un petit peu de background et d'histoire, et du coup, on va vraiment composer une histoire. Il y a des cartes aussi qui permettent de rajouter des éléments de surprise, de choisir finalement aussi quelle sera la fin. Et c'était très intéressant. Et je crois qu'Adrien aussi pourrait tout aussi bien en parler, étant donné qu'il a fait plusieurs parties. Voilà, c'est très très chouette. Par contre, c'est très émotionnel. Voilà, ça porte sur les émotions. Hein. Faut supporter. Ouais, là, c'est vrai. Il y a une bande son en fait de 90 minutes qui tourne en même temps que la partie se fait. Le gros avantage de Alice is Missing, c'est aussi que c'est uniquement jouable en ligne en fait, étant donné qu'il n'y a pas de discours, c'est que des messages. Je vais compléter un peu Mary, puis je laisserai notre grand chef finir, étant donné que c'est lui qui nous a fait découvrir le bébé. On joue effectivement une bande d'amis qui discutent de la disparition de Alice, avec qui on a tous des liens différents, on se connaît tous. Et donc, on a une interface collective. Et après, on peut en plus prendre l'initiative de discuter qu'avec 1 ou 2, 3 personnes, avec des personnes différentes. Et ça permet donc pas mal de choses. L'histoire arrive, mine de rien, à toujours bien s'imbriquer. Le travail de game design dessus est particulièrement léché. Il est vraiment nickel. Et il y a une immersion totale avec cette musique, le fait qu'on ne parle pas. C'est le genre de jeu où il faut jouer avec des écouteurs. En plus, on est vraiment dans une bulle et on est dans les messages. On se retrouve à essayer d'anticiper ce que les personnes vont écrire quand on voit les 3 petits points qui s'affichent. Qu'est-ce qui va nous arriver comme péripétie, comme nouvelle histoire, comme nouveau problème, qui va découvrir un objet, quelqu'un derrière sa voiture. Et donc, c'est assez prenant. C'est clairement un peu comme Ten Candles, un jeu qui génère beaucoup d'émotions. Il y a une tension qui est horrible à la fin de la partie. Hein. Enfin, moi, en tout cas, à chaque fois, je le vis très très mal
Quand enfin on va commencer à avoir les informations de qu'est-ce qui est arrivé à Alice et que ça se passe rarement bien. Voilà, on est presque tremblant devant l'écran à attendre des nouvelles. On est dans le personnage et c'est vrai que c'est rare d'avoir un jeu où on est autant impliqué, où on va réussir à être dans le rôle pendant 90 minutes et on va pas le lâcher une seconde. Et ça fait vraiment, je pense, la force de Alice is Missing. Nous, on est sous le regard de l'empereur Nanda le Bienveillant, selon les personnes. Et donc, je vais vous parler de l'Empire des Cerisiers, qui, à défaut d'être mon coup de cœur de l'année, puisque j'ai la chance d'y jouer depuis plus d'1 an grâce à l'auteur. Hormis le fait de ça, le système est très léger, donc ça permet facilement d'être mis en place. Il n'y a pas d'énormes calculs. N'importe quel simulateur maintenant de jeu en ligne permet d'avoir le résultat des dés qui s'affiche directement, de directement avoir un résultat. Donc ça permet déjà d'accélérer énormément le jeu. Et puis l'ambiance générale, petite musique en fond sonore, 2-3 images qui arrivent pour illustrer les dires du meneur ou les dires des joueurs si on joue un peu plus en narration partagée. Et donc facile à mettre en place. J'ai fait jouer Pierre d'ailleurs en ligne. Yep, c'est très Euh, bien passé. donc voilà, je J'avais pense joué avec que 2 PJ, on était 2 en tant que joueurs. Donc le jeu s'adapte très bien avec très peu de joueurs. Typiquement, je dirais pas qu'on peut jouer avec un seul joueur, quoique tous les jeux peuvent se jouer avec un seul joueur de toute façon. Il faut adapter, mais ça se joue. Mais c'est un jeu qui est très agréable en termes de maîtrise, en termes de en tant que joueur, en tant que MJ, pour avoir fait une petite partie assez étrange avec Mademoiselle 608. Alors, nous avons parlé récemment tout à l'heure de la couvée. Et aujourd'hui, je vais donc vous parler du prochain jeu de l'auteur, donc Anime Was a Mistake, par Quentin Forestier. C'est un jeu de rôle qui a pour but de reprendre tous les problèmes de l'animation japonaise et d'en faire un jeu de rôle. Donc reprendre tous les clichés, tous les gimmicks qui sont liés à l'animation japonaise et jouer avec. Donc on peut jouer à peu près tout et n'importe quoi dans à peu près n'importe quel univers, de n'importe quelle manière. Il y a un système de jeu qui est très facile à jouer et à maîtriser, basé sur 1 à 3D en fonction des actions des joueurs. Ça permet de jouer à peu près dans n'importe quel univers de manga, mais que ce soit dit, le jeu n'a pas été créé pour jouer stricto sensu du Naruto, du One Piece, du Hunter x Hunter, du Berserk. C'est fait pour jouer dans ces univers de manière légère et fluide. Alors moi, je vais vous parler d'un petit jeu indépendant, qui est édité par une petite boîte. Donc c'est Donjons et Dragons. Je sais pas si vous connaissez. Alors, donc c'est du Medfan. Bon, je vais pas le présenter, hein, ça sert à rien. Alors pourquoi Donjons et Dragons pour la catégorie en ligne? C'est que c'est peut-être le jeu auquel je le plus joué, avec le plus de gens différents. Et systématiquement, ça a donné plutôt des bonnes parties. Donc pour moi, c'est le plus constant en ligne que j'ai pu tester. Pour ma part, on en a beaucoup parlé, mais c'est encore une fois une bonne occasion de le faire. The Mutant of X. Donc, c'est un petit jeu post-apo où on va jouer des mutants qui doivent se balader dans la jungle de X et essayer de survivre en développant leur petite base et en faisant pousser des tomates. Donc, c'est un jeu qui fait 4 pages recto-verso et qui marche particulièrement bien en ligne parce que c'est dans la ligne OSR, donc c'est très très rapide. C'est un jeu qui a été designé de façon à être joué dans des donjons, donc ça marche très très bien vu qu'on a des trucs comme Roll20 maintenant qui nous permettent de jouer un peu comme si c'était un plateau. Le seul vrai défaut qu'on a sur Mutant of X, c'est qu'il faut trouver des donjons, dessiner des donjons. Cependant, si vous suivez l'auteur Monsieur Skullfungus, il en propose énormément et il a même un Patreon qui vous en donne encore plus. Donc voilà, The Mutant of X, c'est cool. Vous pouvez même l'avoir en français si vous allez embêter l'auteur.
Il y aura plein de fautes d'orthographe parce que c'est traduit par moi, mais c'est pas grave. Alors moi, il va y avoir une léger impression de déjà vu. Pour moi, en ligne, c'est Mutant Année Zero, qui a un peu une base proche justement de Mutant of X. Donc post-apo, on joue les PJ sont des mutants qui sont jamais sortis de leur arche jusqu'à récemment et qui vont devoir explorer la zone alentour dangereuse pour trouver du matos parce que maintenant ils sont dans la dèche, l'arche est dans la dèche. Peut-être rencontrer d'autres peuples, comprendre un peu qui ils sont, d'où viennent leurs pouvoirs, tout ça. Et en fait, c'est celui que j'ai le plus maîtrisé. J'avais commencé avant le confinement au club et récemment j'ai repris avec les joueurs en ligne. Alors moi, ma réponse devrait surprendre les gens qui me connaissent, peut-être au point de leur faire dire mais qui êtes-vous? Qu'avez-vous fait du corps du vrai Monsieur Filou? On n'a pas l'image, Peut-être donc du on n'est pas confinement. sûr. Ça peut être quelqu'un qui imite très très bien. Peut-être. Les séquelles du confinement, c'est ça? En général, j'aime pas les trucs sombres et j'aime pas spécialement Lovecraft. Et en jeu de rôle, j'ai pas vraiment de grands souvenirs de parties de l'Appel de Cthulhu. Néanmoins, c'est un jeu qui repose sur une ambiance et lorsque cette ambiance est bien posée, ça peut donner quelque chose d'assez exceptionnel. Et en fait, j'ai 2 souvenirs particuliers liés à l'Appel de Cthulhu, donc de parties mémorables, qui sont dans 2 contextes qui sont radicalement opposés. Le premier contexte, ça a été une certaine soirée enquête dont peut-être que Mademoiselle 608 se souvient. Et l'autre contexte, donc qui est radicalement opposé, ça a été une partie en ligne, donc de l'Appel de Cthulhu. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi ce jeu? Parce que j'ai trouvé que le fait de jouer en ligne, donc essentiellement avec le son, avec les aides de jeu visuelles, et avec une atmosphère sonore qui avait été intelligemment posée par la maîtresse de jeu, eh bien, ça avait donné un résultat différent des parties autour d'une table traditionnelle que j'ai pu jouer de ce jeu, et j'ai trouvé que l'expérience se prêtait bien à ce format. Alors du coup, encore une fois, pour nos experts qui sont absents, nous avions également cité Resident Evil et Les Larmes du Soleil, dont on a parlé déjà beaucoup trop souvent dans cette émission. Donc, question suivante. Quelle a été pour vous la sortie de l'année, dans le sens, quel était le jeu de rôle le plus abouti, le plus beau produit, vraiment, ou le système de règles qui a changé la donne? Donc, quel jeu de rôle qui est sorti cette année a été pour vous vraiment la sortie de l'année, tout simplement? Moi, je vais parler de Fiana de Olivier Legrand, qui est un jeu gratuit, qui est le premier jeu. Alors, du coup, c'est très personnel, puisque c'est le premier jeu gratuit sur lequel je me penche, et qui, en fait, m'a mis juste une énorme claque, dans le sens où il est beaucoup plus abouti et beaucoup plus léché que la plupart des jeux qui sortent, en fait. Et pour ceux qui suivent la chaîne, j'ai déjà remonté pas mal de fois le fait qu'il y avait énormément trop de sorties. Et je trouve que les productions d'Olivier Legrand, de base, sont hyper qualitatives de réputation. Je me suis posé sur Fiana, qui permet de jouer dans l'Irlande celtique, qui a un système de jeu qui est fait pour être narratif, mais avec des dés. Car tout est fait pour faire en sorte que quand le maître de jeu demande un test, une épreuve ou une prouesse, ça puisse passer par le dialogue. Et donc le joueur lance ses dés selon la demande. Il lance ses dés, il a le résultat qui apparaît direct sous les yeux. Il n'y a pas de calcul, il n'y a rien contre un adversaire. Si c'est juste un test, il faut juste faire une réussite.
une épreuve 2, une prouesse 3. Si le joueur fait ces trois réussites, il aura forcément battu l'adversaire. Donc, libre en plus au joueur à faire toute son interprétation du combat. C'est l'attribut de Dana, quoi. C'est vraiment tout ce qu'on... Non, mais c'est vrai, tu rigoles, Je mais sais, on l'a c'est fait. exactement ça. On y a joué, d'ailleurs, en plus. Et c'est vraiment tout ce côté hyper celte qui n'est absolument pas représenté en plus au niveau du jeu de rôle. À part sur Yin Priden qui est sorti normalement, ou qui va Non, bientôt pas encore. sortir. Et Qui je va crois qu'il est bientôt sortir. il est toujours en Let's Pledge de mémoire. Ouais, c'est ça. Qui est cité d'ailleurs dans Fiana par Olivier Legrand qui lui souhaite bonne chance. Mais donc voilà, c'est un jeu gratuit qui vaut absolument le coup. Et vu que tout est lié, donc je parlais tout à l'heure de Cthulhuac, mon jeu Le de mec qui l'année. part trop loin. Non, Ouais. j'ai tout le fil rouge. Pour moi, cette année, ça aura été Les Encagés, qui est une campagne écrite par Tristan Lhomme, qui raconte justement, qui est une campagne, l'appel de Cthulhu, caché entre guillemets, qui se passe à l'époque moderne, où on joue des policiers, une brigade de... Non, c'est pas des policiers. Une brigade de la gendarmerie française qui est dépêchée sur un incident. Et les joueurs vont donc incarner des enquêteurs qui vont devoir découvrir qu'est-ce qui s'est passé derrière. Et bien entendu, avec le temps, on va se rendre compte que il y a des histoires un petit peu cthulhuesques. C'est un très gros pavé de pratiquement 400 pages qui est livré, que je ne peux pas vous montrer parce que le bouquin n'est pas encore livré. De base, donc c'est un jeu qui a été financé sur Game on Tabletop. De base, le jeu devait faire 200-250 pages et on est monté à quasiment 400 pages. L'un des gros points forts de ce jeu, au-delà du fait donc, que ce soit une très jolie campagne, premièrement, c'est le système Cthulhuac qui a été remodifié et réarrangé pour l'occasion. Et le deuxième gros point, habituellement, quand les joueurs découvrent un indice, bah ok, tiens, voilà tes aides de jeu, et tu analyses et tu te débrouilles. Dans Cthulhuac, Tristan Lhomme a sorti des scénarios dits hors procédure. C'est-à-dire qu'il va y avoir des scénarios flashback, où les joueurs vont incarner les personnages à l'époque, et découvrir qu'est-ce qui s'est passé par le prisme, justement, des joueurs et par le prisme des personnes de l'époque et récupérer les différentes aides de jeu de cette manière. Alors moi, je pense que ça aurait été RuneQuest, mais malheureusement, je ne l'ai pas encore lu. Du coup, à la place, je vais vous parler des Apprentis Sorciers. Voilà, qu'on voit bien là. Qui du coup est un... Oui. Je voulais juste souhaiter, s'il nous regarde ou plus tard, un joyeux anniversaire à Pierre Petit-Frère, l'auteur des Apprentis Sorciers, car c'est aujourd'hui son anniversaire. Ah, bah bon anniversaire. Voilà. Du coup, les Apprentis Sorciers, qui, comme son nom l'indique, est un jeu dans lequel on joue des vampires ninjas qui se battent contre des dauphins cyber du futur. What the... Ah, mince. Du coup, on incarne des apprentis sorciers qui doivent résoudre une situation. Et le but du jeu, en fait, tout le système de jeu fait que ça va partir en vrille. Et c'est là que ça devient génial. Après, on joue des très gentils apprentis sorciers. On joue des très gentils apprentis sorciers. Faut pas l'oublier. Mais ça va forcément partir en vrille. Faut pas oublier qu'il y a Pierre dans le livre en plus. Il y a Pierre dans le livre. Et vous pouvez voir dans le personnage de Poney. Exactement. Et pour ma part, ma sortie de l'année, ça sera Warhammer Age of Sigmar Soulbound, donc qui est le jeu de rôle sur Age of Sigmar. Hein, au cas où vous ne seriez pas au courant, je suis un petit peu adepte de cet univers. Donc c'est également celui où se passe Warcry.
Et c'est un jeu qui est à l'antithèse de ce qui est Warhammer Fantasy jeu de rôle. Cette fois-ci, vous allez jouer des héros, vous êtes des espèces de méta-bourrins, et de temps en temps, ça fait plaisir. Et du coup, vous allez jouer vraiment ce côté très héroïque. Et ça correspond vraiment bien à l'univers d'Age of Sigmar, qui est un univers qui n'est pas terre à terre. Au final, on ne sait pas ce que font les gens dans cet univers. C'est un univers mythologique à la grecque. Donc ce qui est important, c'est les conflits des dieux. Ce qui est important, c'est essayer de sauver les meubles. Et finalement, le Pékin moyen, on s'en fout. Et c'est pas le fond de l'histoire. L'important, c'est d'être héroïque et de faire face à des choix. Et des choix qui ont vraiment un gros impact parce qu'on n'a pas le problème de « Ah, faut monter en puissance ». Non, là, on est de suite puissant, mais derrière, il y a des conséquences, il y a un prix à payer, il y a des devoirs, et c'est pas évident. Et je trouve que c'est un très très bon jeu qui a retranscrit l'univers d'Age of Sigmar, et ce qui n'était pas forcément évident, surtout en s'éloignant autant du Warhammer Fantasy. Bien, pour moi, sortie de l'année, c'est Mage V20. On l'a attendu longtemps. Et il est beau, il est très beau. Et mon exemplaire est par là. En plus, j'ai fait faire une campagne qui n'est pas finie de Mage première édition cette année, en partie durant le confinement, tout ça. Donc, ça a été thématique dans l'année pour moi. Alors, moi, mon choix s'est posé sur le jeu Conte de minuit d'Anthony Combrexel, auteur d'un grand nombre de jeux de qualité. Et je vais faire Americana, Passion 13, autres. Macabre, tout à Chanekir. fait. Donc, pourquoi j'ai choisi ce jeu? Simplement parce qu'il m'a plu. C'est un jeu dans lequel ça se passe dans un monde inspiré des contes de fées, hein, dans lequel habitent des créatures de contes de fées, des vampires, des loups-garous, ou voire des créatures un peu plus étranges et inhabituelles. Et on retrouve en même temps le côté merveilleux, loufoque, un peu surréaliste des contes de fées, et en même temps le côté qui peut être noir, très noir des contes de fées également. Et ce que le parti pris que j'aime bien dans ce jeu, c'est que on joue les membres d'une agence de détectives, et donc on peut construire toute une campagne sur une série d'enquêtes avec éventuellement un fil rouge. Et c'est un point de vue, c'est un mélange entre quelque chose qui est la police, les enquêteurs, quelque chose qui est assez terre à terre, qu'on retrouve assez souvent dans le jeu de rôle, mais qui est assez matériel. Dans cet univers, et je trouve que le décalage rend vraiment bien. Voilà, j'ai cru comprendre que c'est un jeu qu'Anthony Combrexel a sorti un peu dans la douleur. Enfin, il y a beaucoup réfléchi, il a beaucoup tourné autour. Il a à plusieurs reprises failli abandonner le projet. Et finalement, le jeu qu'il a mis à disposition ne le satisfait pas pleinement. Je pense que ce serait intéressant d'en discuter avec lui, de savoir exactement quels sont les griefs qu'il lui donne, et quels sont les moyens qu'on aurait d'y répondre. Quoi qu'il en soit, et même si le jeu ne satisfait pas pleinement son auteur, je le trouve pour ma part extrêmement réussi et extrêmement motivant. Je pense qu'il est important de préciser qu'on y joue des humains tout à fait normaux. Qui en doutait? Donc, encore une fois, dans les jeux qui ont été cités par notre panel mais qui ne sont pas présents ce soir, nous avions Imperator, également Alien et finalement Wurm. Donc, on a deux jeux historiques et bon, Alien est un peu historique à sa façon aussi. Mais donc voilà, je vous invite également à y jeter un œil.
Et ben, dernière question pour ce soir, pour notre panel d'experts. On va se projeter dans l'avenir et on va demander quel est le jeu que vous attendez, qu'est-ce qui attise votre intérêt pour l'an prochain ou les suivantes, parce qu'on ne sait jamais quand sortira un jeu. Du coup, je vais tricher. Je vais dire D'accord. vampire. Parce que de toute façon, ils vont forcément sortir quelque chose d'autre, que ça soit une extension ou quelque chose. Et comme ça, là, tout doux, je te glisse à un Vampire the Masquerade Bloodlines 2, peut-être avec un peu de chance. Et j'en suis sûre que ça sera aussi bien que le jeu de rôle, et le jeu de rôle est génial. Et donc, du coup, les extensions. Et j'espère qu'il y en aura d'autres en livre pour le jeu de rôle sur table. Alors moi, je ne vais pas glisser de jeux vidéo. Je vais rester très terre à terre dans ma réponse. Et pour être encore plus terre à terre possible et pour éviter tout éventuel retard, je vais me projeter dans un futur très très court. Genre, normalement, d'après l'auteur, d'ici les 2 prochains mois, il y a Antica V2 qui devrait sortir, qui est donc du coup par Anthony Guérin, l'auteur d'Imperator. Et pourquoi jouer à Antica V2? Parce que c'est mon premier jeu de rôle que j'ai maîtrisé. Et aussi parce que la V1 est excellente, à part que le système est complètement bidon. Et du coup, la V2, en plus d'arriver avec tout plein de suppléments et d'avoir tout plein de suppléments de base dans ce qu'on peut jouer, puisqu'on joue des descendants de Dieu, là on va pouvoir maintenant jouer des descendants de Titans. Donc le système de jeu a été entièrement revu pour être beaucoup plus simple. Et aussi, grande joie, c'est que tous les suppléments de la V1 qui étaient sortis restent entièrement adaptables très facilement et entièrement jouables sur la V2. Donc voilà, c'est ma grosse attente. Mais je pense que ma plus grosse attente, c'est le jeu Lost London par Mister Batro. Un jeu où concrètement on joue les enfants perdus de Peter Pan, mais pas le Peter Pan Disney, on est plus sur le Peter Pan du roman d'origine ou le Peter Pan de Loisel, dans un univers beaucoup plus sombre, beaucoup plus dangereux, beaucoup plus létal. Le jeu promet d'être assez intéressant. Notamment une chose qui n'est que très peu utilisée. À ma connaissance, je ne connais qu'un seul autre jeu qui fonctionne de la même manière, à savoir Imperium 5 qui n'est toujours pas sorti. Les secrets de l'univers ne sont pas définis et fixes. Le maître du jeu a accès à un arbre des secrets et décide de quel secret il va inclure dans son univers, de quelles pistes les joueurs vont explorer pour découvrir l'univers, etc., etc. Sachant que les joueurs pourront autant jouer au pays imaginaire qu'au Londres des années 1820, je crois, quelque chose comme ça. Alors, moi, ça serait Life is Hard, qui est un jeu d'un auteur extrêmement sympathique, qui est parmi nous. Et du coup, je sais pas trop qu'est-ce que je peux en dire, hormis le fait qu'on en saura peut-être plus dans une future vidéo. Le jeu est toujours prévu pour avant la fin de l'année, parce qu'il est très 2020. Donc non, mon choix va revenir encore une fois sur le Cabinet des Murmures. C'est un jeu dont j'ai parlé la dernière fois. Donc où on joue dans une espèce d'Europe victorienne et on va jouer des fantômes. On ne sait pas pourquoi on est des fantômes, mais par contre ça va faire partie du jeu de découvrir. Et on peut posséder le corps d'un unique médium pour faire avancer notre histoire et notre enquête. Donc au final c'est un jeu qui s'annonce très très RP parce que on n'a aucun moyen d'agir directement. On est obligé de passer par ce médium pour faire quoi que ce soit. Et ça a l'air d'être très très sympa. Donc c'est un jeu que j'attends qui devrait sortir en début d'année prochaine. Et je pense que je me le prendrai. Voilà. Alors moi, pour la sortie de l'année prochaine, c'est la nouvelle édition de Savage World en français. C'est ça, comme c'est pas sorti, forcément ça c'est la VO. Parce que c'est un système de jeu que j'aime beaucoup, qui est décliné en plusieurs univers, dont Deadland, qui a été évoqué maintes fois dans cette chaîne. Et
que j'ai eu la VO cette année, mais que j'ai pas pu maîtriser ni jouer face à VO et confinement. Alors pour ma part, le jeu que j'attends le plus est très clairement Nautilus, qui est un projet auquel ont contribué Batro, qui a été cité précédemment, Encore et toujours. et l'excellent Tricktoff. Et donc c'est un jeu dans lequel on joue les héritiers du Capitaine Nemo, dans un monde évidemment inspiré de Jules Verne, dans lequel toutes les œuvres de Jules Verne sont des événements historiques qui se sont réellement passés. Et vous admettrez que c'est plus vendeur que si ça avait été toutes les œuvres de Guy de Maupassant. Et, Ah, ça dépend. Ça se négocie. Bel Ami, ça se rapproche vachement de Freepon RPG. j'ai créé un monstre. Et C'est live. voilà. Et donc, voilà, si l'aventure teintée de science-fiction, de merveilleux, qui peut aller dans des directions autant d'optimisme et d'espérance vis-à-vis de l'avenir, lié entre autres progrès, mais également des craintes de ce que ce progrès entre guillemets peut engendrer, et évidemment teinté de beaucoup d'humanisme parce que Jules Verne c'était aussi un auteur profondément humain et qui glissait beaucoup d'humanisme dans ses œuvres, l'air de rien. Voilà. C'est beau. Puis le jeu est quand même adapté avec une mécanique qui prend en compte la pression du Nautilus et qui est vraiment agréable à jouer et qui crée de bons rebondissements en partie. Et bien sûr, ces belles paroles, c'était donc notre dernière de l'année. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et on vous dit à l'an prochain pour de nouveaux ateliers jeux de rôle. À l'année prochaine. À l'an prochain. Bonne fête. À l'an prochain.